Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée samedi 11 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche avec l'autrice Laure de Chantal autour de la publication de son essai « Libre comme une déesse grecque » paru aux éditions Stock, qui invite à penser la place des femmes aujourd'hui au regard des mythes antiques et de ces figures de magiciennes, de guerrières, de déesses, porteuses de civilisation et de création. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là, d'être venus pour parler de ce livre qui est génial, que j'adore. Ce livre de Laure de Chantal qui s'appelle « Libre comme une déesse grecque » et qui est paru chez Stock. Et merci à Laure de Chantal d'être venue de Nice pour nous parler de son essai. On va commencer par une petite présentation. Donc, Je vais peut-être présenter le livre et ça me permettra parce que je pense que c'est plus intéressant que moi, et au passage ça me permettra d'expliquer pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre-là. En fait, donc j'ai grandi comme Baptiste un peu avant avec la passion de la mythologie grecque, qui m'a menée à faire des études très, très classiques. Et j'ai écrit ce livre parce que quand j'étais enfant, donc j'adorais la mythologie grecque, et surtout j'y ai trouvé des modèles pour moi qui n'avaient pas forcément des modèles qui me convenaient autour de moi, des modèles pour me construire comme personne, et particulièrement pour me construire comme femme. Et dans ce livre, c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre, je pense, le plus profondément. Parce qu'il me semble, particulièrement dans la génération qui arrive, dans la génération des plus jeunes, de vos enfants si vous en avez, ou de vos petits-enfants, les jeunes femmes sont extrêmement féministes et peut-être manquent de référents, manquent de modèles, à la fois pour se construire et aussi, parce qu'il n'y a pas que soi, il n'y a pas que le personnel, mais aussi pour réfléchir à leurs conditions féminines, à ce qui doit être fait, à ce qui ne doit pas être fait. Et donc c'est ça que j'ai voulu transmettre dans cet ouvrage en premier. Également, ça m'a permis aussi de transmettre la mythologie, qui, il y a de moins en moins de gens, enfin ici je pense qu'il y en a beaucoup, qui ont la capacité d'aller au cœur de ces textes, mais c'est malheureusement pas le cas de beaucoup de monde. Et donc ce que je voulais faire avec ce livre, c'était raconter les histoires, raconter les mythes, en montrant en quoi ils pouvaient nous apporter une réflexion sur la condition, le statut de la femme aujourd'hui, et puis pour l'avenir. Donc c'est vraiment... Bon, il y a des gens qui écrivent un peu pour eux, mais alors là, ce texte-là, je l'ai vraiment écrit pour les autres. Voilà. Après, sur le parcours, ce que j'ai dit, c'est des trucs très classiques. Classe prépa, normal sup, agrégation, et la chance aussi de pouvoir travailler, être au plus près de ces textes, et de pouvoir lire Homère, Hésiode, et puis des auteurs complètement, qui pour moi étaient, quand j'ai passé la grecque, encore inconnus, comme Nonos de Panopolis ou d'autres, et de découvrir aussi chez eux comment ils avaient pensé, là pour ce cas-là, l'image de la possibilité d'une place juste de la femme. Et puis sur plein d'autres sujets, les Grecs ont eu des intuitions absolument géniales. Voilà. Elle écrit tout un livre pour expliquer comment les divinités grecques ont une place centrale, les femmes, les déesses, ont une place centrale et puissante. Et puis elle dit oui, moi j'ai agrégé de lettres, on s'en fiche, les normaliennes, on s'en fiche, voilà. C'est important parce que du coup, ça permet aussi. Alors, je trouve qu'il ne faut pas que tu évacues ton parcours comme ça. Et non, à une époque où tout le monde dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, tu parles pas de n'importe où. D'accord. Et c'est important de dire voilà, que tu as une expertise sur ce sujet-là et que tu sors pas tes informations de ton chapeau parce que tu l'as lu sur Twitter. Ah bah non, et puis surtout, moi, c'est une manière de voir les choses. Je retourne énormément au texte. Et
dès que c'est possible, je les retraduis moi, parce que ça, c'est quelque chose qui est... Et ça, je confirme, tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors. Malheureusement, oui. Parce que en fait, c'est aussi un des problèmes là qui est spécifique je pense, à la transmission de l'Antiquité, de ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. C'est que, à part pour le Happy Few qui peut aller lire les textes et donc se les approprier, les mythes étant quand même ce qu'il y a de plus facile à s'approprier, et puis de tirer dans ces mythes ce qui peut être important pour eux et en proposer leur lecture. Quand on n'a pas ça, en fait, on transmet les mythes à travers les valeurs et les traductions des autres. Or, sur un sujet tel que la place de la femme, moi, je trouve que travailler avec des traductions qui ont été faites au début XXe siècle ou XIXe, c'est une forme de trahison, parce que en fait, ces traductions-là sont pleines, elles sont de leur époque, donc elles sont pleines des clichés de leur époque. C'est pas fait de manière machiavélique, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de je vais rabasser le rôle des femmes parce que je suis un abominable phallocrate. Mais c'est ce qui est, parce qu'on est de son temps, quoi. Et donc, sur cette question-là, on se retrouve, si on n'est pas helléniste ou latiniste, avec une vision complètement faussée, et pour le coup qui semble hyper très traditionnelle, alors que dans les textes, à mon avis, ça ne l'est pas. C'est du moins la lecture que moi j'en fais. Parce que ce qui est incroyable, moi je pensais vraiment connaître ma mythologie grecque sur le bout des doigts, et j'ai lu ton livre, j'étais passionné, j'ai appris plein de choses, et j'en suis sorti avec l'idée de comment ça se fait que tout ce que tu écris, je l'avais jamais lu nulle part. C'est-à-dire, est-ce que du coup, les connaissances que je pensais avoir étaient le fruit d'une traduction ou le fruit d'un travail de traduction partisan, et qui avait sciemment ou inconsciemment éludé cette question fondamentale qui est la question de la place de la femme dans la mythologie grecque. Ah oui, moi je pense que c'est quelque chose qui est effectivement, bon, à part, on n'est pas... on ne sonde pas les reins et les cœurs. Enfin, quand quelqu'un écrit ou quelqu'un traduit, on ne peut pas savoir ce qui lui passe tout le temps en tête, mais c'est simplement, c'est effectivement sur la question du féminisme, enfin de la place de la femme, et sur d'autres aspects. On a une vision, on a encore une vision un peu 20e siècle, 19e siècle de ces questions-là, et c'est pas du tout ça. Mais même dans mon parcours très classique que tu évoquais tout à l'heure, moi, combien de fois j'ai appris, répété, peut-être même répété en cours des choses, et puis après, quand je suis allée voir dans le texte, je me suis dit, mais non, il y a d'autres manières de voir ça, et une manière vraiment meilleure pour la juste place à donner à une femme. Oui, donc les mythes grecs, ils nous sont parvenus comment? Essentiellement par le milieu universitaire, et ce milieu-là, il a longtemps été plutôt masculin quand même. Oui, masculin, et puis c'est aussi, à mon avis, bon, ça c'est une lecture un peu, ça doit nécessairement être affiné, je pense, mais l'émancipation de la culture classique et l'émancipation surtout de l'éducation se fait au 19e siècle, la fin du 19e siècle, qui est parallèlement une des périodes en France les plus misogynes qui soient, quoi. Donc, du coup, c'est ça qui est encore ancré dans les textes tels qu'on peut les voir, quoi. Tu en donnes un très bon exemple dans le livre quand tu parles de Diane ou Artémis, et notamment de la manière dont la tribu qui lui donnait en permanence de chaste a été un tout petit peu, comment dire, enfin beaucoup même modifié à la base sur une mauvaise traduction, ou alors une traduction partisane, et que ça change complètement le sens de ce que c'est, de ce que ça signifie, quoi. Partisane ou d'époque, parce qu'en fait, donc Parthénos, moi j'ai appris, beaucoup ont appris Parthénos vierge. Bon, sauf que nous aujourd'hui, quand on dit vierge, on entend quelque chose de très physique. Voilà, surtout toi qui es médecin, voilà. Et chose qui n'était pas connue n'était pas connue des Grecs. Et puis là-dessus, il y a un article de Julia Sissa qui le montre de manière assez précise dans les textes. Et Parthénos,
à mon sens, quand on lit les choses, c'est une femme qui ne souhaite pas se marier tout de suite. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle se mariera jamais, mais ça veut peut-être aussi dire qu'elle se mariera jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'enfants. D'ailleurs, si vous regardez dans l'entrée du bailli, dans le même article que Parthénos, vous avez Parthénios, enfant de vierge, qui est quand même assez drôle. Sauf que je pense qu'à l'époque où les traductions, à certaines époques où les traductions vont être faites, hein, où le dictionnaire va être fait, quand on dit vierge, on entend une femme pas mariée. Oui, mais il y a un gap énorme entre vierge oui. et libre. C'est Ben, pas du tout la même chose, quoi. ah En tout ouais. cas, à notre époque, c'est une grosse différence, quoi. Voilà, et quand Artémis va demander à rester Parthénos, elle demande essentiellement à rester libre, c'est-à-dire Célibataire. célibataire, sans Ce qui n'empêche pas d'avoir des relations. d'avoir une vie sentimentale, quoi. Ouais. Hein. Et un autre exemple que tu donnes, c'est le personnage d'Athéna, où tu expliques enfin, les conditions de sa naissance qui sont quand même, sur le plan allégorique, très intéressantes, comme si un homme n'était pas capable de garder en lui toute l'intelligence d'une Femme, et femme. qu'il fallait qu'il la ressorte dans une Voilà, fille. voilà, qu'il fallait qu'il la ressorte ou qu'il en ressorte une partie d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce personnage d'Athéna et de ce que tu décris aussi sur, et je trouve ça très juste, sur la manière dont cette ville, Athènes, qui est considérée par beaucoup comme le berceau de la démocratie, a choisi comme divinité tutélaire une femme, et une femme dont l'attribut est l'intelligence. Oui, Ils auraient pu l'intelligence. choisir un guerrier, ou un homme puissant, ou j'en sais rien, un homme plein de pouvoir, ou un Ah homme voilà. violent. Dans le choix qui est proposé, en fait, il y a deux dieux qui sont en lice. C'est Poséidon et puis Athéna. Poséidon, il propose un cheval. Enfin, il propose le cheval et la source et puis la maîtrise de la mer, parce que c'est le dieu des mers. Et Athéna, elle propose l'olivier. Et les Grecs choisissent Athéna. Mais je trouve que c'est du point de vue du symbole, ce qu'il y a derrière, c'est particulièrement fort parce que ce qu'elle propose, c'est la culture en commun. Parce que pour cultiver l'olivier, il faut se mettre à plusieurs. Et c'est déjà un embryon de démocratie. Et puis Athéna, elle apporte l'intelligence, elle apporte les arts et l'artisanat, parce que les deux ne sont pas dissociés. Donc elle apporte des choses qui vont faire progresser l'humanité, progresser par à la fois les mains pour l'artisanat et aussi par l'esprit. Et elle apporte aussi, ça c'est la cerise sur le gâteau, la victoire à la guerre. Parce que c'est une des choses que j'aime bien mettre en avant, c'est qu'il y a deux dieux de la guerre chez les Grecs. Arès, qui est... des fois, je me dis même, mais comment on a fait pour avoir une vision aussi un peu macho de la mythologie, alors que je trouve que franchement, les dieux, les pauvres, ils sont plutôt mal servis, quoi. Parce que donc voilà, il y a deux dieux de la guerre. Arès, qui est la guerre dans sa dimension de sauvagerie, de terreur, de mort, de peur aussi. Hein, c'est les dieux qui lui sont, les entités qui vont lui être associées. Et puis Athéna, qui elle est la déesse de la stratégie et de la victoire. Donc en fait, quand on a Athéna dans une civilisation où la guerre est si importante, quand on a Athéna avec soi, bon ben on est sûr que on va gagner, quoi. On le voit avec la guerre de Troie et le cheval. Oui, c'est elle qui donne l'idée à Ulysse. Ouais. Mais ça aussi, oui, dans les multiples lectures qu'il peut y avoir de la guerre de Troie. Bon ben ma lecture à moi, qui est, je vous dis encore, enfin voilà, qui peut-être un jour ou un autre sera plus celle dont on aura besoin d'avoir, mais enfin en tout cas je trouve que c'est important de le voir maintenant. La guerre de Troie, c'est tout en grande partie grâce à Athéna, et puis
même le sacrifice initial d'Iphigénie, d'une certaine manière, c'est elle qui permet la victoire et puis l'unité des peuples grecs à la fin. Et Iphigénie, qui à l'époque d'ailleurs est une enfant encore. Ouais. Donc c'est pas seulement les femmes qui ont une place importante, c'est les adolescentes aussi. Ça aussi, c'est un truc que je trouve magnifique. Et là, pour justement la réflexion de la condition féminine, je trouve ça vraiment superbe parce que c'est les déesses grecques et puis aussi romaines, c'est des femmes de tous les âges. Donc il n'y a pas cette idée qui est fondamentalement, à mon sens, macho, que une femme, elle a son âge d'or, elle est entre 18 et 40 ans, et puis voilà, et puis avant et après, tant pis, quoi. Soit c'est en train de s'améliorer un peu, soit c'est en train de lentement régresser. Et dans la mythologie, des femmes qui ont leur place et des places merveilleuses, c'est des femmes, c'est des petites filles ou des jeunes filles, enfin petites filles pour Antigone, jeunes filles pour Iphigénie, des femmes pas mariées, des déesses pas mariées, des femmes mariées, et puis des femmes, des vieilles femmes. Enfin, on peut parler la première, la créatrice en quelque sorte de tout l'univers dans la mythologie grecque, c'est Gaïa, c'est la terre. Et puis c'est un peu comme la grand-mère de tout le monde. Voilà. Et puis même dans la mythologie romaine, on peut parler Philémon. Moi je dis Baucis et Philémon, mais tout le monde a appris Philémon et Baucis. Alors là, dans ce qu'on raconte, je raconte pas trop les mythes parce que je pense que la plupart des gens ici la connaissent. Mais bon, on va un petit résumé. Philémon et Baucis, donc c'est un couple de vieux, de personnes âgées. Et un jour, ça se passe en Thessalie, une terre peu accueillante. Et un jour, il y a Jupiter, donc je vais dire Jupiter parce que c'est une légende racontée par Ovide, donc plutôt romaine. Il y a Jupiter qui a besoin d'être accueilli. Et les seuls qui accueillent de manière agréable, donc qui sont accueillants, Toulouse n'existe pas encore, c'est Philémon et Baucis. Et alors, dans le récit d'Ovide, c'est Baucis qui fait tout. Elle prépare à manger, elle sort un espèce de jambon qui doit faire 4 fois son poids, elle met tout le monde à l'aise et tout. Et puis Philémon, le pauvre, il est vieux, quoi, il fait rien. Et, elle est vieille aussi. Ouais, oui, et ça, c'est un truc, justement, comme médecin, je pense que tu dois le voir. Oui, parce on parle, il y a toute cette espèce de mythe de la force de l'homme et tout machin, mais c'est quand même dans le temps un truc très relatif parce que mes parents, ils commencent à vieillir et tout. Je vois bien que celle qui a la force physique, c'est ma mère, c'est plus mon père. Au cabinet médical, moi je le vois, dans les couples, c'est les femmes qui font tout. Et d'ailleurs, quand elles meurent, les maris suivent pas longtemps après, quoi. Et parce qu'ils savent pas faire de lessive, ils savent pas faire à manger tout seuls, donc ils meurent de faim, je pense. Mais en tout cas, ils meurent rapidement, quoi. Beaucoup plus que les veuves. D'où la veuve joyeuse. C'est ça. Mais et donc, du coup, ça, je parlais de ça parce que voilà, c'est un modèle de. Moi, j'espère, si je vis longtemps, j'espère que je chercherai une Baucis. Mais vous voyez, et là, alors là, le texte, nous, donc Baucis, c'est la femme et Philémon, c'est l'homme. Et nous, on apprend Philémon et Baucis parce que La Fontaine, quand il raconte le mythe, lui, il inverse complètement la perspective. Et Baucis, elle a le droit que de se taire. Hein. Et c'est Philémon qui palabre avec les dieux et tout. Donc mais là encore, c'est une lecture de son époque. Mais nous, maintenant, je pense qu'il faut qu'on propose autre chose grâce à ces mythes. Et tu le fais très bien dans le livre parce que chaque chapitre correspond à une divinité ou à un personnage de la mythologie. Et ce qui fait que quand on en termine la lecture, on a l'impression que tu as dressé une sorte de répertoire ou de registre des grandes figures féminines qui sont toutes différentes les unes des autres. Et du coup, je me dis, c'est bien parce qu'une lectrice, quel que soit son âge, en terminant le bouquin, pourra dire « Ah, moi, je suis plutôt un tel » ou « Je suis plutôt un tel ». Et du coup, serait approprier une part de son narratif personnel, d'accord, et de se retrouver dans telle ou telle divinité. Je donne quelques exemples, mais
avec le personnage d'Aphrodite, par exemple, que tu réhabilites un peu, tu abordes des sujets très modernes comme, il n'y a pas d'équivalent en français, je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme, qu'on appelle le slut shaming, c'est-à-dire le fait de dénoncer un petit peu une femme qui met en avant sa sensualité, qui fait ce qu'elle veut de son corps, qui couche avec des hommes. Voilà, elle l'a bien cherché, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, tu réhabilites ça, ou avec Clytemnestre, tu réhabilites ce qu'on appelle aujourd'hui, pareil, il n'y a pas de terme français, les femmes qui sont ce qu'on appelle no kids, qui ne veulent pas d'enfants et ou qui regrettent d'en avoir eu. Ce qui est un tabou un petit peu. Et c'est très très fort, je trouve, sur Clytemnestre là-dessus, parce que bon, à la fin, il lui arrive ce qui doit lui arriver, enfin ce qui lui arrive, quoi. Mais il y a vraiment, oui. Et encore une fois, c'est un texte, c'est des textes qui ont été écrits ou rapportés par des hommes. Hein. Cette espèce de souffrance d'avoir un enfant et puis de pas toujours l'aimer, en fait, même des fois, voilà. Mais en même temps de se laisser faire, hein, à la fin, c'est magnifiquement écrit, dans le personnage de Clytemnestre. Oui, mais du coup, je pense vraiment que ce livre est important parce qu'il permet à chaque lectrice de se dire ouais. Enfin, je te donne un exemple. Il y a quelques années, ma nièce était toute petite et elle adorait, elle avait que des modèles genre Disney, les princesses, et donc elle voulait tout le temps des déguisements de princesses. Et puis le film Wonder Woman est sorti au cinéma avec Gal Gadot, voilà. Et après, elle ne voulait être que Wonder Woman. Mais c'est pas du tout la même chose parce que les princesses Disney sont celles qu'on vient sauver, etc., et qui sont le love interest du héros. Alors que Wonder Woman, non. Déjà, c'est une Amazone et puis elle se débrouille elle-même, elle est forte en elle-même, elle a besoin d'aucun homme. Et mine de rien, je me dis, ma nièce a eu Wonder Woman, mais elle aurait eu les mythes tels que tu les décris, elle aurait pu s'approprier telle ou telle divinité, tu vois. Je vais être déguisée en méduse ou je sais rien, mais tu vois. Ouais. Mais moi, je l'ai vraiment. Enfin, je sais que dans plein de moments de ma vie, ou alors à travers les lectures que je pouvais avoir de ces textes-là, ça m'aidait à comprendre des sentiments que je pouvais avoir, et puis effectivement à réfléchir, et puis à me construire, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, particulièrement dans la construction des petites filles, il y a un moment où le modèle et l'identification est très très important. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce bouquin, parce que je vois bien que dans les gens qui viennent spontanément au livre et qui sont pas spécialement intéressés par la mythologie et tout, c'est ce qu'ils viennent chercher, effectivement, c'est des modèles pour se positionner, parce qu'on va pas forcément les avoir. Hein. On parlait des No Kids. Oui. Désolé, madame. Et pareil avec le personnage de Gaïa, tu parlais de la grand-mère primordiale un petit peu. Moi, je vois ma mère typiquement, c'est une Gaïa, tu vois. Elle aime bien ce côté matriarche un peu. Créatrice de tout, je peux tout créer. Et puis voilà, et je peux tout détruire. Ou le personnage génial de Perséphone aussi, pareil, je suis sûr, il y a des femmes qui peuvent lire le livre. Moi, je suis une Perséphone, c'est-à-dire que j'étais sujet de mon histoire, c'est-à-dire trimballé, voilà. Et puis je suis devenue reine de mon histoire, actrice de mon histoire, et c'est passé aussi par devoir me détacher de ma figure maternelle, voilà. Ouais. Et donc tu vois, si tu dresses un panorama de plein d'identités féminines différentes et qui permettent, je pense, de donner des archétypes forts, quoi. Le couple Perséphone-Déméter, il est aussi important comme couple parce que là c'est un moment. Je vais te dire l'anecdote dans le bouquin, quand c'est aussi venu de ça, que mon père avait baptisé ma mère et moi Déméter et Perséphone. Et du coup, voilà, maintenant c'est moi qui suis Déméter. Je trouve ça drôle. Mais en fait, comme couple, elles sont intéressantes parce que en fait, elles font une révolution. Parce que l'invention du cycle des saisons, avec l'été, le printemps et l'été où tout fleurit, et puis l'automne et l'hiver où la terre repose, qui correspondent en fait au moment où Déméter est en deuil parce qu'elle est triste d'être séparée de sa fille, et au moment où sa fille gagne le droit de retourner avec sa mère, mais elle n'y passe pas non plus sa vie, quoi. Après, elle revient comme reine des enfers. En fait, c'est... Ouais, moi je le considère comme une révolution parce que c'est elle qui instaure notre temporalité et notre relation à l'endroit où on vit. Enfin, rien ne serait pareil sans elle. Et ça, c'est très fort dans le livre parce que tu arrives à chaque fois à faire un pas de côté et à nous raconter une histoire qu'on connaît déjà, mais avec ce pas de côté qui nous fait dire mais tiens, j'avais pas vu les choses comme ça.
Et effectivement, ça me, ça me gêne, ça me dérange, ou ça me met un petit peu, tu vois, et c'est très bien. C'est très bien, tu vois. Je te donne un exemple. Quand tu parles justement de Athéna et de Méduse, je trouve ça génial la manière dont il n'y a rien que le patriarcat aime plus que de voir des femmes en concurrence, ou qui se disputent, ou qui se détestent. Et là, tu racontes l'histoire autrement, en disant, mais non, en fait, c'est pas Athéna, elle ne va pas punir Méduse comme on peut le penser, elle va peut-être au contraire lui sauver la vie. Et tu racontes d'une certaine manière, et tu as raison aussi, tu vois. Mais ça change complètement la tonalité de l'histoire, quoi. Bah c'est ça, oui, parce qu'elle aide enfin, Méduse, elle est violée, donc elle aide à ce qu'on puisse ne pas l'approcher, quoi, avoir un peu le pouvoir sur qui l'approche et qui l'approche pas. Enfin, c'est quand même. Ouais, mais du coup, ça change l'histoire, parce qu'on passe de elle est trop belle et je vais la punir d'avoir été aussi belle. Oui. Donc, deux femmes en concurrence qui se détestent pour les faveurs d'un homme qui en plus est un violeur. Le truc est vraiment pourri. Enfin, c'est pas beau. Bah non, une sorte de sororité comme ça où je vais te donner le pouvoir de repousser les hommes ou de les pétrifier. À mon avis, c'est pour ça qu'elle a le Gorgonéon toujours avec elle. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle l'égide, c'est ça c'est le Gorgonéon. L'égide, c'est le bouclier. D'accord. Mais c'est aussi du point de vue du pouvoir, la seule déesse qui a le droit de porter l'égide, donc c'est la protection, le bouclier de Zeus, c'est Athéna. Et c'est elle qui l'aide à combattre tout le temps. Et puis même quand il y a un passage qui est à un moment, donc Zeus essaye d'asseoir son pouvoir. Et puis il y a une ultime révolte avec Typhon ou Typhée. Et donc, Typhée, c'est un espèce de monstre terrible avec des bras de serpent, des têtes de chien. Enfin, ça donnait Typhon, je pense. Hein. Voilà. Il va détruire le monde. Et c'est Gérald Darmanin. Ah, c'est ça. Plus puissant quand même. Et en fait, tous les dieux s'en vont. Et la seule qui reste avec Zeus la seule dont il a besoin en fait pour combattre et pour gagner, c'est Athéna. Ouais. Et tu pointes aussi. En fait, pareil, le patriarcat aime beaucoup contrôler à la fois le corps des femmes, la sexualité des femmes, le plaisir des femmes, s'imaginer être à l'origine de ce plaisir ou de pouvoir en tout cas décider de quand elles peuvent en user ou pas. Et je trouve que la manière dont tu décris Aphrodite, dont tu parles d'Aphrodite comme ça, c'est une vraie réhabilitation de cette déesse qui passe et c'est vrai, elle a longtemps été considérée comme un peu niaise ou un peu bébête, quoi, la blonde de l'Olympe, quoi. Et tu la réhabilites vraiment, et quand, tout ce que tu dis, quand on lit, on dit, mais en fait, oui, mais alors pourquoi j'avais cette idée-là de parfaite idiote, quoi, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, déjà, bon, ça, je pense que tous les hellénistes seront d'accord, les Grecs ne plaisantent pas du tout avec la beauté. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important. Et qui écrase beaucoup de choses. Et l'amour aussi. Je pense que si vous avez été amoureux fort dans votre vie, vous voyez bien, l'amour, ça écrase tout, ça fait faire n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'aussi puissant. Et Aphrodite, elle a ce pouvoir-là en elle. Donc, elle a vraiment le pouvoir maximum sur tous les dieux. Et ton livre, je crois que j'avais dit plusieurs fois qu'il était formidable, vous avez compris. Non, j'ai vraiment aimé. De toute façon, je ne serais pas là si je ne l'avais pas aimé. Alors, je vais utiliser le terme canadien, mais du coup qui est francophone. C'est un livre que j'ai trouvé, un livre qu'on appelle d'empouvoirment, c'est-à-dire un livre pour les femmes, mais qui peut être lu par les hommes. Je l'ai lu, j'ai adoré, et qui permet, je pense, aux femmes de sortir de leur lecture avec un sentiment de puissance, ou en tout cas un sentiment de réhabilitation de la place qu'elles ont dans les mythologies. Est-ce qu'il y a des textes mythologiques qui ont été perdus ou qui ne nous sont pas parvenus et où on parle spécifiquement de la place de ces femmes? Il y en a un qui est célèbre et puis mais complètement disparu, c'est le catalogue des femmes de Hésiode.
Tu peux nous en parler un petit peu? Je Bah, connaissais pas. Parce qu'il a disparu. Le problème, c'est qu'il a disparu. Non, il y a eu une tentative de reconstruction en fait qui a été faite par un grand savant, un grand érudit qui s'appelle Martin West. Ouais. Et il a travaillé aussi sur Apollodore. Et en fait, il a énormément reconstruit le catalogue des femmes à partir d'Apollodore. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. On sait juste qu'à la suite de la théogonie, qui se termine, enfin, où on parle des mariages des dieux, ça continuait par « Et maintenant, Muse, raconte-moi les amours des déesses avec les mortels ». Donc les amours des déesses. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Donc la sexualité des femmes. Enfin, ou en tout cas des divinités féminines. Oui, là on aurait eu la liste. Et c'est ce texte qui a disparu. Oui, comme on pourrait dire comme dommage, par hasard. Je veux dire. Ça aurait été ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Ça aurait été la clé pour beaucoup de garçons, quoi, qui auraient pu enfin comprendre des trucs au modèle. Ah, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que aussi, moi, je suis pas dans une perspective, je pense très féministe et très militante, mais pas dans justement ce que tu disais sur les rivalités. Il y a un sexe qui est meilleur que l'autre et tout. Non. Mais c'est juste pour donner la juste place en fait aux femmes, quoi. Alors, une question bête, parce que moi, du coup, je suis pas du tout spécialiste, mais comment est-ce qu'un texte peut disparaître? Déjà, s'il est pas recopié. D'accord. Voilà, c'est lacunaire. Alors des fois, tu vas les connaître. C'est assez, très intéressant aussi. Le travail de philologue, c'est un travail passionnant. Tu vas le connaître par les citations, parce que en fait, donc les Grecs avaient compris beaucoup de choses, et ils avaient notamment compris que la culture, donc c'était dans les livres, c'était à l'école, mais c'était aussi dans la fête et les conversations. Ouais. Donc en fait, il y avait des banquets. Et on a conservé un peu une littérature de banquet où on raconte les grandes fiestas de l'Antiquité. Et dans les banquets, les gens citent. Et ils citent de mémoire. Et ils vont dire comme dirait Sappho, ou comme dirait Hésiode. Et donc, les philologues, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils recensent et puis donc ils voient. Alors là, on a une citation de Sappho, de ces quelques vers-là, et puis ça recoupe dans un autre passage de banquet où on dit ça. Et puis là, j'ai quelqu'un qui récite pas par cœur, mais qui fait allusion à la suite du texte. Et c'est comme ça qu'on reconstruit. D'accord, ça reste lacunaire énormément. Ah oui. Mais même sur certains textes qu'on a ou qu'on dit avoir. Donc, dans les éditions bilingues, il y a le texte, et puis en dessous, il y a ce qu'on appelle la paracritique. Et dans la paracritique, il y a les autres propositions de version, parce qu'en fait, un texte que tu vas lire en traduction et puis le grec, c'est ce que la personne qui a fait le travail d'érudition estime être la meilleure leçon. Donc en fait, tu vas pas avoir le même texte de Martin West et puis de Paul Mazon, par exemple. Voilà. Et du coup, j'ai envie de dire que tu l'as écrit, le bouquin. Non, ce bouquin qui est disparu. Le catalogue des femmes, c'est vrai. Quelque part, oui, c'est bien. C'est rigolo parce qu'en fait, la thèse que j'ai faite, c'était sur Apollodore, et donc le catalogue des femmes, j'aurais bien aimé pouvoir le consulter, c'est clair. Bon, tu l'as fait en tout cas. Si vous voulez, je voudrais vous lire un petit extrait du livre, et puis après, on va faire passer les micros. Si vous avez des questions, commencez déjà à réfléchir aux questions. Et puis, la première personne qui posera une question, elle aura gagné, parce que chaque fois, les gens, ils ont peur d'être le premier ou la première, donc lancez-vous, d'accord. Alors je vais vous lire, j'ai tout aimé dans ce bouquin, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois que je le dis, mais j'ai adoré le chapitre sur Médée, parce que c'est une forme de, je sais pas, de Thelma et Louise moderne un petit peu, tu sais, Charlize Theron dans ce film qui s'appelle Monster, qui racontait l'histoire d'une tueuse en série américaine, voilà, et qui tuait des hommes parce qu'ils étaient consommateurs de travailleuses du sexe, et puis elle était travailleuse du sexe, et puis quand il lui manquait de respect, elle les tuait, et je trouve ça formidable. Et du coup, elle est extrêmement moderne, ce personnage. Donc je vous lis c'est une partie du chapitre. Alors,
La longue liste et la noirceur de ces forfaits rend d'autant plus incroyable, voire pour nous inacceptable et choquante, son impunité. Médée trahit son père une première fois en aidant Jason à dompter les taureaux furieux du roi, puis en triomphant de l'armée de mort jaillie du sol. Pour voler la toison d'or, elle tue le dragon sacré qui la garde avant de fuir en compagnie de Jason et des Argonautes, non sans tuer et démembrer son propre frère pour ralentir la flotte de son père lancée à ses trousses qui se retrouvent piteusement à chercher, çà et là, dans l'eau, les morceaux du jeune héritier. Elle trahit l'ordre divin des magiciennes lorsqu'elle n'écoute pas les conseils de Circé, sa tante, qui souhaite la détourner de son union avec Jason. Afin de permettre à Jason d'accéder au trône, elle fait tuer par ses propres filles le roi Pélias. Grâce à un odieux stratagème, la magicienne les persuade que pour rendre à leur père sa jeunesse, il faut le débiter en morceaux et le faire bouillir dans le chaudron magique dans lequel elle vient de transformer un vieux bélier en agneau de lait. Contrainte à nouveau de fuir, Médée part à Corinthe avec Jason et leur enfant, mais Jason entend s'unir à la fille du roi, ce qui reviendrait à condamner sa première épouse et leurs enfants à l'exil ou à une vie d'esclave. Médée assassine alors le roi de Corinthe et sa fille au moyen d'une couronne magique offerte par ses propres enfants, qu'elle tue ensuite dans l'insolente pièce d'Euripide ou cache dans le sanctuaire d'Héra selon d'autres versions. Dans les deux cas, Médée prend la fuite, glorieuse, Deus ex machina, Dea ex machina mériterait d'être inventée pour l'occasion, de son propre destin emporté par le char du soleil. Traître à sa famille, à sa patrie, à sa magie même, voleuse, tueuse, sacrilège, fugitive, empoisonneuse, terroriste, fratricide, régicide et selon les versions infanticide, il n'y a guère de crime que Médée n'ait pas commis, à part peut-être le faux monnayage, et encore nul ne sait ce qu'il advint de la toison après le meurtre de Pélias. Pourtant, vous ne verrez jamais l'ombre d'un regret, d'un remords, d'une érimie ou d'un serpent sifflant sur la tête de la magicienne. Elle assume ses actes de bout en bout jusqu'aux souffrances et aux représailles qu'il procure, pour elle comme pour les autres. Médée est pleinement responsable et jamais non plus ne cherche-t-elle d'excuses. Le plus fort, pour nous, le plus sidérant, c'est vrai, est que ni les dieux ni les hommes ne lui en tiennent rigueur. Oedipe s'est crevé les yeux pour moins que ça. Au reste, rongé de remords, est un amateur à côté de la noirceur de ses vengeances. La mythologie regorge d'hommes, de héros ou de dieux punis à l'infini pour un seul crime, parfois pour un seul moment d'hubris. Les Danaïdes, Sisyphe, Agamemnon, condamné à sacrifier sa fille, Niobé changé en pierre, la liste est longue de celles et ceux payant chèrement les conséquences de leur acte, et les dieux n'en sont pas exemples. Phaéton, par exemple, le fils du soleil, est foudroyé par Zeus pour avoir abusé du char de son père, alors que Médée s'enfuit triomphalement sur le même char. À cette implacable justice, les plus chanceux obtiennent après de lourds tourments le pardon, comme Oedipe et Oreste, mais la plupart croupissent encore parmi les damnés des enfers. Non seulement Médée n'a aucun regret, mais les autres, la cité et les dieux ne lui en font pas le procès. Au contraire, après tous ces crimes et avant d'en commettre d'autres, elle est recueillie par Égée à Athènes, la cité du droit, des lois, de la démocratie, placée sous l'égide de la déesse de la sagesse. Odieuse, ignoble et non coupable, ni dans les geôles des hommes, ni dans celles des dieux, vous ne verrez l'ombre de Médée, et encore moins dans les colonnes des faits divers qui veulent régulièrement déguiser la magicienne en Violette Nausière ou autre Véronique Courgeot. La criminelle court toujours car personne ne dompte ni ne capture celle qui est à la fois férox et invicta. Chaque fois que la coupe est pleine, que le poids de la charge mentale, des devoirs et des responsabilités se fait insupportable, que viennent de la nuit des temps les sortilèges de Médée faire exploser les carcans de la culpabilité. Bravo. Je trouvais que c'était important aussi de dire, et ça dans une perspective féministe, de dire que être féministe, c'est aussi, c'est pas essayer d'angéliser, pas dire oh, les femmes elles sont super et tout machin. Faut montrer aussi qu'il y a des génies du mal, et Médée c'en est un. Exactement. Exactement. Alors, qui veut poser la première question? Ah, bravo, madame. Bravo. Tenez, je vous donne le micro. Merci beaucoup. Donc voilà, je m'interroge sur la source de ces textes que vous avez relus et dont vous avez fait, que vous avez débarrassé de leur gang de séculaire avec cette lecture patriarcale qui au fond déforme la vision des femmes que nous avons. Et c'est évidemment très suggestif. C'était très intéressant. Mais au fond, est-ce que, par exemple, pour reprendre la fable de Philémon et Baucis chez Ovide, ou bien pour
pour reprendre les textes d'Hésiode. Est-ce qu'on peut supposer que Ovide et Hésiode avaient ce regard pro-féministe, parce que c'était des hommes qui ont les auteurs des textes dont vous servez, c'était purement des hommes, et je ne les connais pas comme étant tellement, disons, pour employer un vocabulaire complètement anachronique, tellement féministe. Et je pensais à Sénèque ou Euripide, Médée, pour eux c'est un monstrum, Alors, du coup, je me demande jusqu'à quel point les auteurs antiques que vous convoquez sont d'accord avec vous. Alors, je pense que eux, ils n'étaient pas forcément spécialement féministes ou quoi ou ça, mais l'image qu'ils ont donnée, je pense en fait que c'est la manière dont on vous les a transmis, dont vous les avez reçus, qui est empreinte de cette idée que, en moyenne, un auteur grec ou romain devrait être plutôt du côté de l'homme qui se moque allègrement de la femme. Parce que Euripide prenne autant de personnages féminins, ça a un sens, enfin, c'est énorme. Même si on va de l'autre côté, du côté de la comédie, qu'on puisse se moquer de Sappho ou Socrate de la part d'Aristophane, là aussi, c'est un sens qui n'est pas, enfin, qui est vraiment très important à mes yeux. Donc, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête quand ils ont écrit. Ma lecture personnelle est que, surtout pour Ovide, enfin, on peut être un écrivain masculin et s'exprimer dans des grands personnages féminins, ou être un créateur masculin, s'exprimer dans des grands personnages féminins, et vice-versa. Je sais pas, vous avez des cinéastes qui vont avoir leur personnage, ce qu'ils ont envie de raconter, ce qu'ils ont envie de montrer, c'est des personnages de femmes. Ce qui est sûr, c'est que ce soit pour Euripide et pour Ovide, c'est essentiellement des personnages de femmes qu'ils ont voulu nous montrer et laisser. Oui, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Au fond, c'est comme si, à propos d'Ovide, par exemple, vous disiez que Ovide était riche d'une pluralité de lectures. Il était potentiellement, il pouvait être lu de différentes manières. Et au fond, c'est comme si nous avions lu pendant des siècles et des siècles d'une seule manière et vous le lisez d'une autre manière. Voilà. Ça, je vous suis. Mais au fond, cette lecture, elle se fait à l'insu d'Ovide lui-même, en quelque sorte. Parce que c'est... Oui, mais l'autre lecture aussi. Enfin, je veux dire, bien c'est sûr. le problème Mais c'est le problème enfin, c'est le problème, c'est pas un problème, mais c'est... une œuvre, quand elle existe, elle devient ce qu'on en fait. Bien sûr, mais au fond, voilà, Ovide ne savait peut-être pas quel visage de la femme il promouvait. Ouais, mais enfin, là, quand même, sur Ovide, il écrit quand même des textes, enfin, il écrit les héroïdes. Oui, ah oui. Que des personnages féminins. Ouais, dans les Métamorphoses, énormément aussi de personnages féminins. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un auteur. Et Euripide, c'est pareil. Encore Hésiode, ça peut être lu, ça peut être différent. On sait pas. J'aurais pas d'intuition spécifique par rapport à ce qu'ils pensaient les femmes. Mais honnêtement, que ce soit pour Euripide ou pour Ovide, c'est quand même essentiellement des grands personnages féminins qu'ils ont mis en avant. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Les héroïdes en particulier, c'est vraiment admirable de féminité. C'est un visage de la féminité qui est c'est tous les sublime. visages, plein de visages de la féminité. Ouais. Mais est-ce que, je serais peut-être pas aussi optimiste sur leur regard d'écrivain en particulier. Sénèque, par exemple, Médée, il la supporte pas. Enfin, c'est une horreur, Médée.
Non, c'est un monstre, mais bon, je pense que pour lui, c'est intéressant dans sa philosophie aussi, hein. Et puis sur la contention enfin, sur la colère, sur le furor et tout, Oui. il a besoin de m'aider pour dire ce qu'il veut dire. Oui, mais au fond, est-ce que ça sert votre thèse, ça? Parce que, oui, Médée incarne le furor. Moi, ce que je dis, c'est que pour m'aider, c'est que, enfin, m'aider, c'est pas une gentille, hein, du tout. On est d'accord. Elle est horrible. Mais justement, sur la place de la femme, je pense qu'une juste place, et c'est aussi une place qui ne minimise pas l'importance que peut avoir une femme dans la société, c'est aussi une place qui reconnaît que elle peut être aussi méchante, aussi mauvaise qu'un homme, hein. C'est ça. Ouais. Mais les antiféministes diraient que Médée sert très très bien leur propos. C'est une hystérique. Enfin, certes, Ouais, mais Donc voilà, sur Ovide, pour moi, à mon avis, c'est évidemment quelqu'un qui s'exprime, qui a dit ce qu'il avait envie de dire à travers des personnages féminins, hein. C'est vraiment très Merci très net. beaucoup. Non, je me demandais juste, mais j'ai pas, c'est pas du tout dans la mythologie. Si la question que soulevait Bernadette, c'est pas un peu la même à propos des personnages féminins d'Aristophane quand même. On a toujours ces problèmes, hein, de est-ce qu'on en fait un féministe ou pas. Enfin, en tout cas, les lectures qu'on propose, surtout les jeunes générations, hein, c'est un peu, enfin, si je peux me permettre, c'est un peu la même difficulté, je dirais, hein, que ce que tu as présenté, Bernadette. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Après, Aristophane, son génie, c'est de faire rire de manière satirique et méchante. Donc forcément, quand il prend un personnage féminin, c'est une vision satirique et méchante, mais parce qu'il y a aussi des... parce que... Oui, moi je pense que le côté phallocratie féroce, c'est pas... c'est une façon de se moquer des femmes, c'est de le présenter de cette manière. Mais c'est aussi, si on les met au cœur des pièces, c'est leur donner une place importante. Et une place politique en plus, hein, dans Aristophane. Attendez, il faut parler dans le micro parce que c'est enregistré en fait pour le podcast. Moi, ce que j'ai... Après, vous passerez le micro. Voilà. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est par rapport au regard du lecteur, c'est justement de proposer une lecture de quelqu'un d'aujourd'hui qui a fait du grec, quoi, parce qu'on n'est pas si nombreux. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes lectrice, point. Et une traduction, c'est aussi une lecture. Donc, peu importe ce que pensait Ovide, Aristophane, c'est ce que le lecteur, en plus on ne sait vraiment pas, mais ce qui compte, c'est le lecteur et tel qu'il s'investit, tel qu'il habite l'œuvre. C'est tout. Hein. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'explication autre que. Voilà, mais comme. Et vous êtes quelqu'un de votre génération, ce qui est normal, de votre sexe, ce qui est normal, de votre pays, ce qui est normal. Vous avez vos propres fantasmes, et donc c'est normal d'habiter une œuvre avec ce que vous êtes. Enfin, c'est vraiment toute la théorie du texte de lecteur. Hein, c'est mon dada. Absolument. Voilà, et moi, ma perspective, c'est vraiment de transmettre ça. Et pas de continuer à répéter avec des traductions qui sont plus en phase avec ce que... Parce que la mythologie a aussi quelque chose de particulier, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier pour nous aider à penser aujourd'hui, quoi, penser notre culture. Et donc, pour pouvoir se la réapproprier, il faut qu'elle vous soit dite avec des mots que vous comprenez. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ce qui m'inquiète un peu, c'est une espèce d'antiquité féministe, à moins de passer par Sappho ou Corinne, dont je ne sais pas trop si elles avaient une idée autre. Si vous voulez, c'est ce problème, j'allais dire, de politique. Même Aphrodite, dont le pouvoir est absolument colossal sur les bêtes, sur les animaux, les insectes, les hommes et tout ce qu'on veut, elle a quand même un pouvoir qui n'a d'une certaine façon, rien de politique. Est-ce qu'il existe véritablement, des gynécocraties en dehors des gynécocraties comiques d'Aristophane, qui sont une véritable catastrophe, puisque c'est la fin ou c'est la mort de la politique. On n'a plus que si je peux dire, au bonheur des mecs dans l'Assemblée des femmes, c'est simplement des mères
Enfin, il n'y a plus que des femmes qui sont des mères et qui ne rétablissent pas une utopie naturelle, puisqu'il y a primauté des plus laides, des plus vieux et des plus laides. On tombe donc, si je peux dire, dans le cauchemar pour les hommes. C'est une gynécocratie qui abolit complètement la politique. Alors, même au niveau divin, y a-t-il à un certain endroit, même avec la puissance d'Aphrodite, quelque chose de politique dans cette colossale puissance féminine? Ah ben c'est pour organiser, justement, on voit bien dans ces utopies comiques qu'il s'agit à tout moment de médiatiser le naturel et, une organisation sociale. Alors bon, l'utopie finit par se casser la figure et par s'autodétruire, mais plus que jamais peut-être dans la dernière pièce d'Aristophane, de l'Assemblée des femmes, où ça médiatise plus rien du tout. La nature, c'est pas que les plus vieux et les plus beaux, ou les plus vieilles, les plus bêtes, les plus moches, et la priorité. C'est absolument antinaturel et ça ne favorise même pas, si je peux dire, la reproduction. Donc, vous avez prononcé le mot, c'est que là, on est dans l'ordre du comique. Et oui, mais alors justement, la gynécocratie, dans l'ordre, si je peux dire, du sérieux, où elle est, ça ne marche, Aphrodite, alors, ça ne peut pas marcher. Deux choses. Comment on peut dire ça alors que la créatrice de l'univers, c'est Gaïa. Celle qui met en place le premier ordre et la civilisation, c'est Gaïa. La déesse qui incarne la démocratie, donc le régime politique le moins mauvais qu'on ait trouvé pour l'instant, c'est Athènes et c'est Athéna qui y préside. Oui, mais enfin bon, le pouvoir féminin, c'est évident, c'est initial. Les Vénus de Willendorf sont aussi, si je peux dire, à l'origine de l'art. C'est la première représentation, que ce soit artistique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, un pouvoir des femmes dans l'organisation du monde? Et métis sans métis, aucun gouvernant, dans le texte d'Hésiode, la métisse, c'est celle qui permet de définir le roi juste, celui qui a la métisse. Métisse, c'est une divinité féminine. Donc là encore, je pense que c'est, et c'est tout à fait naturel, enfin normal, c'est plusieurs siècles de domination masculine qui donnent à dire qu'il n'y a pas d'autre gynécocratie qu'une gynécocratie comique, alors qu'en fait, il y a Athéna, il y a Gaïa, il y a Aphrodite. Ah oui, mais ça, c'est rien. Non, mais Aphrodite n'a rien de politique, je ne crois pas. Voyez. Peut-être Athéna, et encore, il faudrait savoir, puisqu'Athéna, effectivement, elle est en principe la fille de Métis. Mais elle est plutôt, la fille de personne, elle n'a pas de mère, presque. Mais ça aussi, la fille de personne, c'est la fille de Zeus dans son C'est la fille de Métis, mais elle est l'intelligence, elle est l'émanation de Métis. Elle tient beaucoup plus de sa mère que de son père. Ça aussi, de dire que c'est la fille sans mère, ça me semble être une lecture. C'est celle qu'on a toujours faite jusqu'aujourd'hui. Et alors, du coup, ça semble plus vrai que le reste. Mais si on le regarde justement, c'est pas la lecture la plus forcément la plus évidente. En fait, c'est juste celle qu'on a toujours faite. Athéna est un personnage double puisqu'elle est la déesse de la guerre à coup sûr. Un empereur comme Domitien a un culte absolument extraordinaire pour Athéna, mais pour deux choses. D'une part, la déesse militaire, celle qui lui permet de vaincre à l'extérieur, mais aussi, et pour tout le monde, c'est la déesse de la culture, des arts, des lettres. Donc elle a vraiment une personnalité tout à fait double de ce côté-là. Ah, mais tous les dieux grecs ont des personnalités doubles. Et effectivement, on peut très bien faire une lecture d'Athéna comme un côté un peu... on va dire, d'une certaine manière, c'est la guerre et puis le processus, la machine de guerre civilisationnelle, en fait, parce qu'elle va amener ce qui est la civilisation et aussi la guerre. Un dernier truc, ce qui m'échappe un peu, c'est en quoi, si je peux dire, ces femmes, ces déesses antiques, mais aussi Clytemnestre, Médée, Phèdre, qu'est-ce qu'elles apportent? Une liberté, c'est ça que vous voulez montrer, donc. Alors, la liberté, elle se fait parce qu'elle donne une juste place aux femmes. Une place égale. En parlant de juste place, on va laisser poser des questions à des femmes. Voilà, c'est vrai. Allez. J'avais juste deux petites choses
à dire d'abord merci. Et par rapport au titre, je trouve que justement, puisqu'il est censé s'adresser à des personnes d'aujourd'hui, pour moi, ce titre libre comme une déesse grecque ne va pas forcément de soi pour tout le monde aujourd'hui. Quand on sait que parfois, c'est difficile de faire entendre la liberté des Grecs chez des très très jeunes gens. Et deuxième chose, c'est vrai qu'Aristophane, c'est vraiment très difficile de penser Aristophane. Mais ces femmes-là, elles disent aussi qu'elles vont suivre celle qui a écouté les débats des hommes. Elles disent aussi qu'elles n'ont pas pu aller à l'école, qu'elles n'ont pas pu se former. Et c'est vrai qu'elles disent que c'est vrai qu'elles sont des mères et qu'elles font en fonction de leur quotidien, mais elles ont un désir qui est celui d'arrêter la guerre parce que ça tue leur fils. Et donc c'est la vie qui... Donc ça, c'est assez intéressant aussi d'arrêter la guerre. Voilà. Donc c'est vrai que on a du mal à réfléchir et à penser ce fameux Aristophane. Voilà. Oui. Et puis c'est aussi c'est toute la question du modèle en fait, parce que faut pas aussi, bon en plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre, faut pas aussi penser que j'essaye de propager l'idée que dans l'Antiquité, les femmes avaient une place merveilleuse. C'est la question du modèle, c'est-à-dire que, du modèle possible pour nous. Et sur l'ambivalence, c'est aussi intéressant. Combien, et là c'est aussi particulièrement intéressant, je pense aujourd'hui, combien de femmes et d'hommes vont se dire féministes et vont l'être très sincèrement dans l'idéal de ce qu'ils se construisent eux, dans l'idéal de leur pensée, dans ce qu'ils voudraient être. Et puis, dans l'histoire et dans les faits, souvent c'est décevant, de part et d'autre. Et donc là, ce qu'il y a dans la mythologie, c'est justement des modèles. Et que la réalité va essayer de, tant bien que mal, s'accrocher à ces modèles pour les garder en ligne de mire et puis toujours s'en approcher, mais ça sera toujours imparfait. Donc que les sociétés antiques aient pu être des sociétés misogynes, c'est vraiment pas une chose qui est remise en question dans ce livre-là. Tenez. Est-ce que c'est pas tout simplement la même question qui se pose, par exemple, je pense aux liaisons dangereuses, hein, je sais que ça n'a rien à voir a priori, c'est-à-dire que le texte peut avoir effectivement, du point de vue de son auteur, une certaine visée, une certaine présentation de la femme, mais en même temps, comme tu l'as dit, il peut laisser transpirer d'autres éléments, hein, c'est-à-dire il peut nous éclairer sur la situation de la femme à l'époque. Effectivement, on peut la voir sous un autre angle avec notre écart temporel, même si c'est pas exactement évidemment la visée de l'auteur. Est-ce que c'est un peu, je me rapproche un peu de votre... c'est-à-dire que finalement les mythes disent peut-être autre chose que ce qu'ils disent aussi, d'une certaine façon, sur la première lecture qu'on en fait, et il laisse transparaître d'autres éléments. Ah ben bien sûr, et c'est à chaque époque, on en revient un peu au truc du début, c'est à chaque époque de se les approprier et puis d'y trouver de quoi nourrir sa réflexion. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans le féminisme et dans la construction d'une identité féminine, parce que je pense qu'il y a vraiment un fossé générationnel qui se produit, qui existe. Et donc, d'où le besoin de modèles. Mais ils ne servent pas que à ça. Et ils ne disent pas que ça. Et à une autre époque, on leur fera dire autre chose parce que l'époque aura besoin d'autre chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas rompre le lien. Et pour ce faire, il faut continuer de transmettre avec les mots d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui. Pardon, désolé. Ça va être difficile parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Moi, ce que je retiendrai, c'est que par rapport au questionnement qui vous a été fait sur au fond la question de la traduction, qui est toujours sujette à interprétation forcément, et que en fait j'entends cette interrogation
vous en tant que femme, d'avoir fait les traditions que vous assumez d'avoir faites, donc les lectures que vous assumez d'avoir faites, et qui, quelque part, si j'entends bien, est une innovation par rapport à toutes les traductions. Innovation au sens où elle est neuve ou elle est nouvelle. Enfin, voilà, c'est une lecture singulière, pour dire les choses autrement. Elle est singulière et que donc elle est forcément singulière par rapport à toutes les traductions qui ont été faites jusqu'à présent. Non, mais chacune a sa singularité. Voilà. Et qu'il semble bien que majoritairement, comme ça a été dit au début, ces lectures singulières ont été faites par des hommes. Donc, à partir de là, on peut interroger. Moi, je le prends comme j'accueille votre travail, qui me semble être une pierre parfaitement considérable à l'édifice, pour cette raison-là même, simplement, et que par rapport au questionnement, par rapport aux auteurs eux-mêmes de l'Antiquité grecque, déjà, est-ce qu'on peut vraiment, peut-être le piège, c'est aussi d'à tout prix vouloir savoir à tout prix ce qu'a voulu dire ou ce que voulaient penser les auteurs grecs, déjà parce que le concept de féminisme, oui, bon, donc, et que c'est bon, ils ont écrit et comme tout écrit, et ben ça donne la liberté aux autres aussi d'interprétation, quoi qu'il en soit, et que pour moi c'est un travail qui peut être fondamental, quoi qu'on puisse en penser ou quelles que soient les critiques que ça peut susciter forcément. Mais que c'est fondamental si ça parce que justement ça permet d'avoir un autre regard, donc forcément une ouverture à une réflexion, et donc effectivement de pouvoir avoir une lecture, de s'approprier une lecture différente des mythes, qui effectivement aide à penser l'humain de maintenant aussi. C'est bien ça, c'est parce qu'au fond c'est nous qui nous sommes appropriés. Je suis pas sûre que les auteurs pensaient à ça quand ils étaient auteurs grecs, et qu'en fait effectivement c'est bel et bien l'humanité, c'est quand même pas mal, en tout cas en Occident, pas mal appuyé dessus. Donc voilà. Donc merci. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'effectivement pour ce qui est de la question du féminisme, parce que c'est quand même ce qui a été mis d'emblée au milieu. À entendre ce qu'on entend, effectivement, à un moment donné, justement, de ce qui se disait de vous ou d'autres personnes, je me disais, c'est vrai que par rapport à la question de la violence, par rapport à la question de l'agressivité, ou par rapport à... il y a certains combats, quand il faut récupérer certaines choses dont on a été dépossédé, si on parle par exemple des femmes, au fond, si on reste sur une égalité, je retiens le fait que vous avez parlé dans votre regard à vous d'égalité, c'est différent. Je préfère la différence, mais dans une... je crois qu'effectivement, les combats, à un moment donné, quand il y a eu un tel écart, ça nécessite aussi parfois d'être une forme de guerre. Voilà, et la preuve, c'est qu'on entend par-ci, par-là, que le fait même de votre travail suscite une réaction, suscite aussi des interrogations, qu'au fond, apparemment, on n'a pas suscité ces questions sur les interprétations, sur les traductions des hommes qui ont été faites de ces textes. Voilà. Le fait est que je pense que si Laure de Chantal était un homme qui venait présenter un livre sur la mythologie grecque, personne n'aurait posé la question de quelle est ta grille de lecture, et si tu n'as pas une grille de lecture masculiniste ou machiste de ton travail, quoi. Donc voilà, merci pour ton travail. Et puis c'est bien, oui, de dire qu'on ne traite pas de la même manière, j'ai l'impression, les essayistes hommes et les essayistes femmes. Les femmes sont forcément biaisées dans leur lecture ou dans leur traduction. Elles se trompent plus, oui. Voilà. Important à dire. Merci à toutes et tous d'être venus, en tout cas c'est vraiment gentil. Et puis Laure est là si vous voulez dédicacer le livre. L'essai Libre comme une déesse grecque est publié aux éditions Stock. La rencontre avec Laure de Chantal a été enregistrée samedi 11 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Laure de Chantal a également signé d'autres ouvrages, parmi lesquels À la table des anciens, Séduire comme un dieu, Celebrity aux belles lettres et Le jardin des dieux chez Flammarion.